Bonjour, bonjour. On commence ce panel avec un grand plaisir. J'ai le plaisir d'accueillir autour de ce panel qu'on va travailler un petit peu, parler justement de l'innovation dans notre région MENA, justement, et comment les acteurs principaux qu'on a invités aujourd'hui peuvent justement apporter, partager et motiver surtout nos internautes et nos participants, aujourd'hui nos partenaires qui assistent à notre panel. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Ammar Khadraoui, fondateur du cabinet Asmos, qui va se présenter éventuellement tout à l'heure. Monsieur Hassan Nasri est avec nous aussi, j'ai le plaisir de l'accueillir. Merci. Depuis Dubaï, justement, fondateur de Falcom Africa, qui va se présenter justement, basé à Dubaï en ce moment. Et Monsieur Ismail Belkhayat, exactement, et fondateur aujourd'hui de Shima, Shari.ma, justement. Merci d'être là et merci d'avoir répondu présent à notre panel, justement. Je me présente et que j'aurai le plaisir de modérer ce panel aujourd'hui. Nizar Ben Selm, fondateur également de bureau de consulting Act Consult, basé en Tunisie et acteur dans notre continent africain. C'est un grand plaisir, comme j'ai dit, on va débattre autour de ce sujet. Mais avant tout, je vais donner l'occasion pendant 2-3 minutes à chacun d'entre vous de se présenter et de nous donner un petit feedback et un petit retour de sa carrière et comment il a eu vraiment l'idée pour attaquer ce sujet. Et pour commencer, je vais commencer par Si Ammar Khadraoui, fondateur du cabinet justement Asmos, qu'il se présente. Merci, même si Ammar. Et à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Très content d'être parmi vous depuis Alger. L'innovation, elle est aussi en Algérie. On y contribue aussi, tout en rayonnant sur le Maghreb et en essayant de réfléchir à comment partir ensemble avec d'autres acteurs sur l'Afrique subsaharienne. Alors, je dirige le cabinet Atmos Consulting que j'ai fondé il y a 10 ans, présent en Tunisie, au Maroc. Je pense que la première réflexion que nous avons eue depuis les 5 dernières années, c'était comment d'abord le conseil s'est développé dans les années 70 en Europe et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le conseil ne donnait pas les mêmes fruits d'innovation, d'impact sur nos zones, sur notre zone Afrique, Maghreb en tout cas et Afrique en général. Et donc on a très vite compris que la logique traditionnelle ne pouvait pas rayonner de la même manière, on ne pouvait pas agir avec une logique une approche traditionnelle, une approche linéaire, une approche empirique, et qu'il fallait innover et qu'il fallait mettre aussi deux choses au cœur de la dynamique de la transformation des entreprises. C'était d'abord le capital humain et ensuite la conduite du changement. Et si on rassemble capital humain plus conduite du changement, ben, ça fait un grand ensemble qui s'appelle intelligence collective. Et je pense que c'est vraiment la substance même de ce que nous avons besoin en Afrique, c'est que individuellement nous sommes intelligents, et comment est-ce que l'on devient collectivement durablement intelligent. Et du coup, nous sommes arrivés à devenir la première entreprise en Afrique à développer des serious games sur mesure, des serious games physiques qui permettent d'activer cette intelligence collective parce qu'il faut travailler sur la sociologie des organisations, il faut comprendre nos cultures, faut travailler sur l'ergonomie du cerveau, il faut savoir comment l'on fonctionne, de manière à pouvoir impacter et surtout à permettre de réduire les délais d'intervention. Aujourd'hui, agir dans une organisation, c'est aussi défier le rythme de l'organisation. Donc voilà un peu, nous sommes à la fois sur du conseil en stratégie, du conseil en transformation, dans des secteurs phares de nos économies, le bancaire, pardon, l'assurance, le télécom, le pharma, l'agroalimentaire, mais aussi des enjeux sur les secteurs d'utilité et le secteur public. Une force d'innovation autour du serious game, en tout cas de l'intelligence collective,
Ça demande beaucoup de métiers, on en parlera sûrement tout à l'heure. Ça demande beaucoup de compétences et ça demande déjà beaucoup de capacité d'agilité à l'intérieur de nos organisations. Merci beaucoup, c'est Amar. C'est très intéressant, en tout cas, de parler d'intelligence collective aujourd'hui. C'est un sujet d'actualité, justement. Et comme vous dites, dans notre Maghreb, et spécialement en Algérie, le potentiel, il est là. Et très vite, on peut justement profiter, acquérir et développer des solutions innovantes et adéquates à un besoin aujourd'hui et un marché très demandeur, si on veut dire. Merci beaucoup. On reviendra justement. Hein, ça, vous nous donnez beaucoup d'idées et de perches pour lancer les discussions par la suite. Et c'est très enrichissant. Justement, bon courage pour la suite. Je passe la parole sans transition à M. Qassem Nasri, justement fondateur de Falcon Africa. Je vous donne la parole pour vous présenter justement en direct depuis Dubaï. À vous la parole. Bonjour. Bon, je voulais tout d'abord vous remercier de me donner l'opportunité d'être là parmi vous. Et voilà, donc Falcon est une société, une boîte en consulting en termes de supply chain. Donc j'ai eu l'occasion de mener des missions qui couvrent le Maroc, enfin, plutôt la région MENA. J'ai eu la chance de travailler beaucoup sur le marché du Qatar il y a 9 ans et sur les restes des pays du Golfe, en l'occurrence le Qatar, les Émirats, le Koweït et l'Arabie Saoudite depuis les 4 dernières années. Et j'aimerais parler du niveau supply chain, parce que je connais le mieux. En termes de, on va rester sur le FMCG. Et je pense que ce qui est très intéressant à voir, c'est que quand je présentais un petit peu l'expérience marocaine ici au Golfe, le Maroc est un pays qui a été très innovant en termes de process. Je parle au niveau de la supply chain, donc que ce soit au niveau demand planning, au niveau fret, au niveau dédouanement. Enfin, dédouanement fret, on a dû suivre, on a très bien suivi. En termes de demand planning, on a nos propres process et je suis très ravi de voir qu'il y a beaucoup de Maghrébins qui occupent des postes clés et qui développent tellement de process innovants au niveau du Golfe que j'ai eu le plaisir de rencontrer durant les dernières années, mais aussi au niveau WND, donc Warehousing et Distribution, où le Maroc fait partie, je pense, on peut sérieusement donner l'exemple du Maroc dans ce domaine en termes de WMS, en termes de reste. Donc, ma vision par rapport à ça, c'est que je pense que, juste pour donner un petit peu de lumière, je pense on pourrait parler d'un Maghreb d'avant la colonisation et avant le protectorat et un Maghreb post-protectorat. On a eu certaines années où il a fallu il y a eu un choix d'investir sur certaines grosses infrastructures et certains gros chantiers, dont les autoroutes, les ponts, et j'en passe. Et bon, on a eu, je dirais, ni malheureusement, ni. Je pense que pendant les 4-5 dernières années, on a commencé à investir au niveau de la technologie et en matière d'innovation. Toutefois, l'innovation comporte 3 éléments clés. Je dirais la formation, le financement. Et la formation, le financement et le rôle de l'État. Et je pense qu'à moins qu'il y ait une cohésion entre ces 3, on ne pourrait pas voir de fruits d'innovation complets à 100% au niveau des pays du Golfe. Et je pense que ces 3 éléments doivent connaître plus de cohésion dans les années à venir pour voir de meilleurs résultats, parce que les moyens sont là, la volonté est là. Donc si on parle au niveau des personnes, je pense qu'au niveau des investissements en termes de microéconomie, les investissements les plus récents sont au niveau de l'innovation, au niveau des applications, et c'est quelque chose de très sympa à voir, parce que c'est une preuve très tangible que si on y met les moyens, donc il y a beaucoup à faire ici, et donc on n'est pas à la traîne et qu'on peut donner beaucoup. Voilà. Très bien, impeccable, merci beaucoup. C'est très clair, en tout cas, on passe de la pratique consulting, gaming, intelligence collective à la partie supply chain, logistique justement, et on va revenir à la charge puisque dans cette période de confinement, on doit certainement innover et revenir justement aux 3 piliers que vous venez de citer, à savoir la formation, les finances
et surtout le rôle des États. Et on sait très, très bien un petit peu dans notre zone MENA l'importance et l'appui des rôles des États, effectivement. On va terminer justement par les présentations avec Monsieur Belkhayat, justement, cofondateur de Tali.ma, un leader dans la partie commerce B2B. On va continuer un petit peu le cercle de l'intelligence collective, la logistique. Maintenant, on va revenir un petit peu au commerce. Je donne donc l'occasion, l'opportunité de Monsieur Belkhayat à se présenter et dire un petit peu pour présenter la boîte et voir après comment enchaîner justement concernant cette partie innovation en relation avec le confinement, justement. À vous, Monsieur Bismail. Très bien. Alors déjà, merci pour l'invitation et merci pour l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui devant vos auditeurs. Je vous parle depuis Casablanca et je suis content d'être sur le même studio que des gens qui sont à Tunis, à Alger. C'est sympa parce qu'on a ici le Maghreb du Nord, mais aussi Dubaï. Voilà, donc moi, en quelques mots, j'ai commencé ma carrière au Boston Consulting Group il y a 10 ans. D'abord au bureau de Paris, ensuite j'ai fait partie de la première promotion à ouvrir le bureau de Casablanca, où j'y ai passé un peu moins de 3 ans avant de me lancer dans ce qu'on appelle communément un startup studio, ou en anglais un venture builder, qui est en fait un centre où on lance différentes startups. Alors, pendant près de 7 ans, notre modèle de développement a été simplement de copier des startups qui réussissent à l'étranger en leur apportant un peu d'adaptation au marché marocain. Et on a plutôt bien réussi puisqu'on a lancé le leader des portails immobiliers au Maroc qui s'appelle Sarouti.ma. On a lancé le leader du Grand Transportation qui s'appelle Watchoffer.ma et qui est le partenaire de Booking en exclusivité ici au Maroc. On a lancé aussi le deuxième en fait site francophone le plus visité, le site de presse francophone le plus visité. Je crois qu'on doit être 20e sur Alexa qui s'appelle le site info. Et puis un certain nombre d'autres startups, notamment dans le voyage avec macroisière.ma ou encore pour les professions libérales des annuaires du type Allodoc ou mondentiste.ma qui performent plutôt bien. Et si vous voulez, pendant cette période, donc ces 7-8 années pendant lesquelles on a copié les choses, on s'en est extrêmement bien sorti. Sauf qu'un bon matin, on s'est réveillé en se disant bon c'est bien sympa de sentir qu'on fait des sites qui fonctionnent. Mais en termes d'ego, c'est un petit peu dérangeant de sentir qu'en fait, on fait que copier ce qui marche à l'étranger. Et il serait peut-être intéressant pour la première fois, innover en lançant une idée qui soit à nous et non pas la copie d'un programme ou d'un projet qui existe à l'étranger. Sauf qu'en analysant les choses, et soyons honnêtes, on se rend compte que il est souvent compliqué d'innover dans des pays tels que les nôtres et notamment dans des sujets qui sont des sujets tech qui m'intéressent moi particulièrement. Simplement parce que depuis le Maroc, et j'imagine que depuis la Tunisie et l'Algérie, c'est un petit peu la même chose, les entrepreneurs n'ont pas forcément accès au même écosystème. Je parle ici de financement, mais je parle aussi de ressources humaines et d'outils qui finalement ne mettent pas sur le même pied d'égalité un start-upper marocain et un start-upper de la Silicon Valley. D'où le fait que les innovations viennent souvent de la Silicon Valley, et j'utilise ce terme, et des pays, on va dire des start-up nations, plus que des pays de type Maroc, Tunisie ou Algérie. Sauf que on s'est dit, si on veut réussir à innover au Maroc, il va falloir tacler une problématique ou un pain point qui n'existe que dans des pays en voie de développement. Et par conséquent, le gars qui est à la Silicon Valley, il va pas avoir l'idée de venir régler ce problème parce que de toutes les façons, il n'a pas ce problème. Et donc, c'est comme ça qu'on a finalement fait une sorte de matrice BCG, je reviens là au BCG, où sur une dimension, on a mis des problèmes qui sont maroco-marocains ou du moins qui sont des problèmes de pays en voie de développement. Et sur une autre dimension, la taille de marché, de manière à trouver un sujet qui soit marocain et qui ait un marché suffisamment grand. On a pris une pyramide de Maslow, on allait tout en bas, et on s'est rendu compte que, et là je fais le lien avec Qassem Nasri de son sujet logistique, on s'est rendu compte que même si le Maroc était très en avance sur la partie logistique, c'est vrai, il se trouve que sur la partie distribution, en fait, le consommateur marocain passe par du traditionnel, par du
par un canal traditionnel que sont en fait les petites épiceries de proximité et de quartier. Et il y en a au Maroc environ 200 000. Donc, imaginez le nightmare, enfin le cauchemar que c'est pour les sociétés de FMCG ou des produits de grande consommation de devoir distribuer sur un univers aussi important que ces 200 000 points de vente. Et donc, on s'est dit, il y a peut-être une opportunité à devenir la première centrale d'achat digitale pour ce gros univers de petites épiceries de proximité. Et c'est comme ça qu'on a lancé une application mobile qu'on a installée chez les épiceries et qui leur permet en quelques clics de pouvoir commander des produits dont ils ont besoin et de se les faire livrer en un délai de 24 heures. On a commencé il y a seulement 1 an. On a déjà 10 000 épiceries utilisatrices et on fait déjà un chiffre d'affaires qui est mensuel, qui est supérieur à 2 millions de dollars, nous permettant de livrer quelque chose comme 6 000 à 6 500 colis par jour sur la région de Casablanca, avec une extension sur le reste des villes de Maroc sur ce premier semestre 2021 et une extension en Tunisie, j'appellerai alors Ammar pour ses conseils, à partir du deuxième semestre 2021. Voilà. Très, très bien. Donc, je rappelle qu'Ammar, il est en Algérie. Hein. Après, pardon. Toi, Nisa, je t'appellerai toi. ça fait plaisir. Mais on s'appellera aussi Nisa. On Il y a des s'appellera. bureaux de conseil à Tunis aussi. Hein. J'ai bien noté, Ammar, hein, j'ai raison ou pas? Tout à fait. Le lapsus est encourageant. Tout à fait. On fera ça avec Nisa, retour d'un bon café. Comme vous l'avez vraiment tous présenté, je suis vraiment ravi d'être au Maghreb. J'ai bien travaillé en Algérie, au Maroc, j'étais à Dubaï également, en Afrique, comme consultant. Je vais vite fait, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est vraiment très impressionnant et motivant ce que je viens d'écouter, justement. On est dans la motivation, on va transférer justement ces ondes positives aujourd'hui dans un temps, le moins qu'on puisse dire que ce sont des temps difficiles aujourd'hui. On va diviser un petit peu le temps qui reste en 3 petites parties. Je vais faire en 30 ou 60 secondes de chacun d'entre vous cette période-là de confinement de Covid avec vos activités. Qu'est-ce que vous pouvez avancer en 30 à 60 secondes, maximum 1 minute chacun, en relation avec l'innovation, votre activité et surtout le confinement. C'est Ammar. En 30 secondes, je pense que pendant le confinement, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a appris à faire des choses qu'on savait pas faire, à monter des studios pour travailler à distance avec nos clients. C'est 5-10 consultants qui sont en face de 5-10 clients, plusieurs studios en parallèle. C'est apprendre à faire de la formation à distance et l'idée, c'est de faire de la formation delivery. C'est pas juste de la formation d'entraînement ou d'apprentissage, c'est de la formation qui permet de délivrer tout de suite des problématiques métiers. Donc, il a fallu aussi donc digitaliser la gamification. Et je pense que ce qu'on a appris à faire, c'est arrêter d'innover pour innover, mais innover avec ce qui est déjà existant. Il y a beaucoup de choses qui existent, il y a beaucoup de plateformes qui existent. Je pense qu'il faut qu'on arrête de rêver l'innovation pour l'innovation. Faut traiter l'innovation par la value, par la proposition de valeur. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit avant. Je pense que quand on va réveiller ça réveille nos égos en fait cette pandémie. Ça nous dit qu'est-ce qu'on peut faire localement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a, avec nos pain points comme ce qui avait été dit. Il y a des réalités. On est dans une globalisation. Il y a plein d'outils à notre dispo. Il y a plein de savoir-faire à notre dispo. Donc c'est comment mixer tout ça, le local, l'international et autour de ça la proposition de valeur. Great, impeccable. Monsieur Nasri, même question. Pour votre activité, logistique, supply chain, justement, oui. Je pense qu'au niveau supply chain, je pense que la supply chain a connu un tremblement de terre au niveau, en plein Covid, parce que il y avait, je pense que vous avez entendu parler des manques de conteneurs, les taux de transport qui ont sauté au plafond, les usines qui ont fermé, donc les peu d'industries qui sont restées ouvertes ou en fonctionnement ont commencé à chercher ont commencé à recalculer leur niveau de demand planning ou de sourcing, revoir leur point d'origine, revoir leur transporteur. Et donc, il fallait, sur chacun de ces volets-là, il fallait tout segmenter. Donc, au niveau du demand planning, refaire avec eux les algorithmes. Donc, il fallait revoir tous les process et essayer de créer de nouveaux algorithmes sur ce point-là. Sinon, au niveau du transport, donc réviser le zoning géographique de leur sourcing point. Donc, avant, c'était la Chine. Après, il a fallu revoir
la Chine, c'était totalement mort. Donc, il fallait voir la Turquie, il fallait voir d'autres régions. Donc, refaire un autre zoning, travailler avec de nouvelles sociétés qui font le transport. Soit au niveau de nouvelles applications. Aujourd'hui, il y a pas mal d'applications qui permettent de trouver des transporteurs, trouver des conteneurs dispo et des points de départ. Et au niveau livraison. Donc, chacun de ces points-là représentait un gros problème et donc il fallait créer de nouveaux process, c'est beaucoup de nouveaux maths à chaque niveau. Exact. Voilà. Impeccable. Je crois que pour le monsieur Belkhayat, je crois que c'était l'opportunité. On est né dans la partie Covid et on en profite justement. On écoute la réaction. Tout à fait. Alors, je m'excuse, mais nous, le Covid a eu un effet bénéfique sur notre activité puisque avant notre arrivée, les petites épiceries, pour se procurer des produits, devaient souvent aller au cash and carry le plus proche, donc rencontrer du monde ou aller au souk le plus proche pour aller s'approvisionner en produits. Et le Covid a fait qu'ils ont dû trouver des alternatives à ce déplacement physique, à la rencontre de personnes, et donc se sont tournés vers des outils un petit peu plus digitaux que sont notre application mobile, mais on voit aussi que certains de nos clients utilisent beaucoup WhatsApp pour contacter avec nous et commander des produits. Et donc, on a gagné 10 ans grâce à ce Covid. Et finalement, le Covid a été le meilleur transformateur, entre guillemets, digital qu'on aurait pu espérer avoir. Donc ça, c'est bien évidemment pour l'activité de e-commerce. Et on le voit, le Covid a beaucoup boosté l'activité de e-commerce. Mais tout à l'heure, par exemple, je vous parlais de mon activité de ground transportation, qui est en fait du transport de personnes et sur lequel on a beaucoup souffert puisqu'on est le transporteur officiel de Booking au Maroc. Et puis, du jour au lendemain, on est passé de 300 à 400 courses qu'on faisait par jour pour Booking à quasiment zéro parce qu'il n'y avait plus de touristes qui venaient au Maroc. Et là, il a fallu innover et trouver des solutions. Et nous avons pivoté finalement une partie de notre activité puisque nous sommes passés du transport de personnes vers le transport de marchandises et nous avons travaillé avec des e-commerçants leur permettant de faire du door-to-door avec nos outils de Impeccable. Donc, on est dans l'innovation agile, comme on dit toujours. Hein. On est tous en train de s'adapter, chacun de son côté. Moi, personnellement, également. Ce matin, j'étais avec un client au Cameroun et là, on est en train de travailler tout le temps à distance, justement. On est tous dans le digital, dans tout ce qui est outils digitaux et bien sûr mondialisation. Je vais terminer peut-être par une question. On va faire encore une fois une tournée qui va dire aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui les nouvelles technologies, certainement le Covid ne va pas persister à l'éternité. On aura peut-être fin d'année, début 2022, peut-être une revue à la normale, mais tout le monde le dit, c'est qu'on ne sera jamais comme avant. Ça ne sera jamais avant et après Covid comme avant. Aujourd'hui, on parle des solutions hybrides, on parle de solutions adaptées, on parle d'une adaptation continue. C'est pour ça que je parle de l'innovation agile aujourd'hui. Je vais vous donner l'opportunité, peut-être comme dernier sujet avant le dernier mot. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Hein. Il y a des problèmes, M. Nanseli tout à l'heure a souligné le point de rôle de l'État. Il y a des problèmes d'attractivité, comme M. Belkhayat l'a présenté tout à l'heure, dans l'écosystème qu'il est présent, etc. M. Khadraoui a présenté exactement le système et comment on peut, puisqu'il y a le potentiel, il est là. Aujourd'hui, à votre avis, c'est cette innovation un petit peu digitale ou le changement vers une situation hybride, quelles seraient les retombées et peut-être est-ce qu'il y a des emplois nouveaux qui vont être créés parce qu'on pense positif tous puisqu'on profite un petit peu de cette situation, le moins qu'on puisse dire spéciale. Quels seraient les emplois types qui vont surgir un petit peu et comment on peut tirer profit de cette partie par une innovation agile, adaptée, etc. Il nous reste très peu de temps, 1 minute chacun et on va peut-être clôturer. Si Ammar, à vous la parole. Je pense que déjà, se donner un cap 2022 pour la fin de la pandémie, c'est une illusion. Je pense que le cap qu'on se donne, c'est la réalité de l'incertitude permanente. On est rentré dans un monde de l'incertitude, dans une réalité de l'incertitude. Je pense plus que la question soit de l'agilité, mais plutôt de la flexibilité. Cette capacité, c'est plus notre capacité à travailler qui est en jeu, mais c'est plutôt notre capacité à transformer nos business models très vite qui est en jeu. Et donc, on est dans une réalité de la réduction permanente des cycles de vie, des cycles de décision, des cycles d'adaptation.
Je pense que la première chose qui va beaucoup changer, c'est au niveau gouvernance, mieux comprendre les besoins d'autosuffisance de chaque État. La deuxième chose, c'est comment faire en sorte que l'extraordinaire exploit digital que l'on a pu développer dans chacun de nos pays, de voir émerger toutes ces capacités, tous ces développeurs, tous ces entrepreneurs, comment en faire une nouvelle réalité. Mais ça nous permet pas de vivre forcément, de faire grandir. On est des petits marchés, quoi qu'il en soit. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, nous sommes des tout petits marchés. Et l'Allemagne, c'est 200 millions d'habitants. Donc l'Algérie, ça en est 40. Et c'est, je crois, le plus grand des trois pays en termes de population. C'est des tout petits pays. Il nous faut développer de l'intelligence et cette intelligence, elle est au niveau des niches market. J'analyserai toujours des chaînes de valeur et quand on regarde dans la chaîne de valeur du téléphone portable, les caméras, on sait que tout ce qui est focus, etc., ce sont des algorithmes. Et ces algorithmes-là, ils sont développés par des sociétés qui ne sont pas développés par les opérateurs industriels eux-mêmes. Donc, je pense qu'on a des compétences à développer autour des niches market. Et je pense aussi qu'on doit accélérer autour de trois éléments clés que sont l'objet connecté, la 4.0. C'est pas comment dire, c'est indéniable qu'on va y arriver. Huawei nous disait dans un webinaire il y a quelques jours, on aura 1 million de capteurs par kilomètre carré. Ça veut dire que demain, outre le hard, on va devoir développer du traitement de la data. Et je pense que la data, c'est quelque chose qui va beaucoup être notre moteur à nous, les Africains, pour mieux nous comprendre, mieux savoir comment agir, mieux prendre des décisions, mieux nous confronter, à notre réalité. Et il faut, à mon sens, aussi savoir développer non pas des nouvelles compétences, mais des nouvelles aptitudes. On ne peut pas travailler seul, on doit travailler cette intelligence collective, j'en parlais au début, et je pense à l'open innovation qui n'est pas un concept, mais qui doit devenir une réalité. C'est comment ce qui est fait au Maroc peut accompagner ce qui est fait en Algérie, la value de l'Algérie accompagne ce qui est fait en Tunisie, et qu'ensemble on arrive à créer régionalement, mais aussi localement. La tech, c'est beaucoup de choses. On peut pas être spécialiste de tout, on peut pas tout maîtriser. Les business models vont très très vite, et notre exigence de flexibilité, elle va nous amener à revoir nos propositions de valeur en permanence. Très très bien. Donc ça va nous amener à Dubaï directement pour la supply chain et on va voir justement comment on voit la chose justement, de l'intelligence, du cycle, de la flexibilité, des mots qui sont aujourd'hui d'actualité. C'est vrai, je reprends. C'est Amal reviendra après avec une dernière question autour des produits alimentaires, justement le Covid, on reviendra. Monsieur Nassali, justement. Donc oui, je suis d'accord avec ce que Amal vient d'énoncer. Donc je pense qu'il y aura aujourd'hui on a des postes actuels qui devraient se transformer, je pense, en postes d'accompagnement, c'est-à-dire que d'accompagnement de changement, parce qu'aujourd'hui les demandes des consommateurs ont changé. Ce que demandait le consommateur avant Covid, ce n'est pas ce que demande le consommateur post-Covid. Donc aujourd'hui, le consommateur a besoin d'utiliser une application pour acheter beaucoup plus que ce qu'il en avait besoin avant. Et donc ces épiceries, comme ce que fait Ismaël, c'est-à-dire qu'avant, les magasins ne cherchaient pas à utiliser nécessairement une application, un site comme Shali.ma, alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est devenu une priorité parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils ne peuvent pas sortir, parce ils ont besoin de se faire livrer. Donc, avant, les gens, au lieu de servir le client, avant, les gens servaient le client. Aujourd'hui, ils ont besoin d'apprendre à utiliser une application, un site web comme Shali.ma. Donc, ils sont en train de changer. Donc, ça ne crée pas, oui, ça crée de nouveaux postes, mais ça crée de nouveaux besoins. C'est-à-dire, la personne qui travaille dans un magasin qui faisait le shelving, aujourd'hui, ils s'occuperont plus peut-être nécessairement du shelving, mais ils apprendront à gérer des applications et ils feront leur sourcing. Puis après, ces personnes-là, peut-être, et bon, ça, je ne le souhaite pas pour d'autres, qui créent par eux-mêmes leurs propres applications ou leurs propres sites et qui commencent aussi à distribuer sur leur propre zone ou leur propre région. Donc, vous savez, le monde s'est très bien adapté ou a réussi à s'adapter en plein temps de pandémie et en plein temps de crise. Et donc, je suis sûr et certain que
Et il y aura un nouveau besoin de créer, un nouveau besoin en termes de postes et de qualifications qui seront créés. Et donc, ça créera des postes d'accompagnement, de nouveaux postes en termes de création, d'innovation, des postes en formation, des positions en formation, parce que il va falloir former ces gens-là. Il y a des gens qui demandent à être formés. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté en posant des questions de la sorte, quels sont les meilleurs masters en last mile, quels sont les meilleurs masters en app, quels sont les meilleurs. Et donc, il y a un besoin et il y aura des functions qui seront créées de la sorte. Voilà, donc c'est un petit peu la façon de voir les choses. Monsieur Ismaël, justement, Belkhayat, alors, emploi, B2B, business, employabilité, qu'est-ce que vous nous rajoutez, hein? On va finir après par un dernier point, l'industrie 4.0 et l'industrie alimentaire, justement. On va revenir un petit peu à la chaîne de valeur, justement, qui est aujourd'hui d'actualité. Mais avant, l'emploi, employabilité avec cette partie de e-commerce, de B2B, etc. Non, écoutez, tout a été dit. Si je devais résumer les choses en quelques phrases, c'est que ce temps de crise a détruit, on l'a vu, beaucoup de business, mais il est en train d'en créer des nouveaux. Et comme disait Schumpeter, on est en phase de destruction créatrice. Et à terme, on verra que ce qui sera créé sera bien supérieur à ce qui a été détruit, sauf qu'on est en train de voir aujourd'hui que ce qui est en train d'être détruit. Et parmi les opportunités qui vont s'ouvrir à nous, il y aura bien évidemment ceux du digital et du e-commerce, et ce qui va bien évidemment demander des compétences à venir. Et on le voit dans les métiers qui montent, dans les différents classements des écoles. C'est celles qui préparent au métier du digital et au métier du transport qui ont aujourd'hui le vent en poupe. Donc, on est dans une phase de transition, on est en train de vivre une révolution et très vite, on verra les bienfaits de la destruction qui vient d'avoir lieu avec la création de nouvelles choses. Et il y a des opportunités pour tout le monde. Aujourd'hui, les entrepreneurs ont devant eux d'énormes opportunités. C'est le moment de disrupter. On est en pleine disruption. On est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, sauf qu'on s'en rend pas compte parce qu'on est en plein dedans. Mais nos petits-enfants parleront de nous comme aujourd'hui, nous, on parle des gens qui ont vécu la ruée vers l'or. On est en train de vivre la ruée vers l'or de ce 21e siècle. Réalisons-le. Et voilà, donc c'est ce que moi je voulais dire. Impeccable, hein, le message est clair comme on vient de le résumer justement. Moi, je vais finir un petit peu par là justement. On a parlé un petit peu de cette notion d'industrie 4.0. On parle de l'alimentaire aujourd'hui. Parmi les choses qui n'ont pas cessé d'être actifs ou activités nécessaires aujourd'hui, c'est la bouffe. On doit toujours manger, on doit toujours s'alimenter en produits alimentaires, agroalimentaires, etc. L'impact un petit peu de vos activités sur cette partie-là. Et l'impact aussi, on vient de parler d'opportunités, certainement. Il y a beaucoup d'activités artisanales qui ont été vraiment massacrées et qui sont en train de disparaître justement. Mais aujourd'hui, on peut pas ne pas manger. Donc, on doit continuer à manger, à s'alimenter. Quel type de bouffe, quel type d'industrie alimentaire, à votre avis, en liaison avec vos activités? Après, pour les petits, ne peuvent pas aujourd'hui commercialiser leurs produits via les réseaux sociaux, etc. Il y a des petits artisans, des petits agriculteurs, il y a des gens qui doivent développer, peut-être se regrouper, je ne sais pas. Donc, je vous donne des tuyaux parce que c'est vrai, quand on parle de destruction créative, quand Ismaël vient de le dire justement, c'est vrai qu'on est aujourd'hui en train de créer des choses, mais de détruire d'autres choses. Aujourd'hui, personnellement, je travaille beaucoup dans les chaînes de valeur de produits alimentaires, des produits de terroir. Et on voit de très près les gens qui souffrent, mais vraiment qui souffrent. On est là pour les soutenir un petit peu, pour les regrouper justement. Je reviens à Siama, tout ce qui est intelligence collective, le travail collectif, les marques collectives, etc. À votre avis, pour clôturer avec ce dernier sujet, l'industrie alimentaire, l'industrie 4.0, la relation de l'innovation avec tout ça. Et je vous donne un petit peu de moment pour donner de l'espoir, peut-être des solutions, des propositions. À vous de voir. Hein. Bien sûr, on est perpétuelle innovation et revue de ce cycle justement et de cette gouvernance qui est en train d'être mutée. Si Amma, à vous là.
Merci. Je pense que le plus bel espoir qu'on peut se donner, c'est notre réunion aujourd'hui d'avoir réuni le Maghreb. C'est le plus bel espoir et le plus beau projet qui me tient à cœur, que ce soit pour Moi aussi, hein, moi aussi. la food ou pour autre chose, sincèrement, en toute sincérité. Et pour avoir été présent pendant de nombreuses années dans chacun des pays, je pense que c'est cet espoir-là qui va nous faire grandir. Et imaginons encore plus à descendre un peu vers nos frères et nos amis subsahariens. Vous verrez, c'est le Tout plus à grand fait. espoir parce que c'est le défi de l'inclusivité. Aujourd'hui, on a bien vu qu'avec la pandémie, ce qui est loin devient dangereux. Ouais. Et en réalité, ce qui est trop proche est limité. Si on appelait ça le local micro value chain, c'est-à-dire que toutes ces chaînes de valeur très proches, toutes petites, mais elles sont limitées. Elles peuvent pas répondre à la logique de mass market. Je ne peux pas produire la menthe comme le produit le Maroc et qui l'emmène aujourd'hui du jour au lendemain. On la retrouve sur les marchés en Hollande à moins de 24 heures. À moins de 24 heures. Les distances deviennent trop longues aujourd'hui. Les pandémies sont des vrais risques. C'est pour ça que là, on parle beaucoup de logistique. La supply chain devient un élément stratégique. Alors moi, je dirais ce que je pense que devrait apporter la tech, c'est d'abord de cartographier nos besoins. Parce que nous sommes trop dépendants aujourd'hui en matières premières. Nous sommes trop dépendants en ressources premières, alors que nous avons les capacités de les produire. Je pense qu'on doit comprendre ce dont nous avons besoin pour accompagner nos gouvernances, proposer à nos gouvernances des nouveaux plans plutôt logiques. Vous savez, on dit en Algérie qu'on va être 55 millions d'habitants, passer de 42 à 55. C'est un défi démographique qu'aucun pays européen ne peut traiter comme ça. Alors imaginez les autres pays d'Afrique. Je parle même pas du Nigeria, je me rappelle plus des chiffres exacts, mais 200 juste millions. dans la capitale, c'est huge. Donc on va avoir il faut faire manger tout le monde. Il va falloir acheminer la nourriture à tout le monde. Mais la nourriture, c'est aussi la destruction des déchets de la nourriture. Et donc il faut aussi être dans des chaînes de valeur en économie circulaire. On ne peut pas penser l'amont sans penser à l'aval. Donc vous voyez, nos défis, ils vont être beaucoup plus grands. C'est pour ça que je parlais de data tout à l'heure. Je parle de cartographie aujourd'hui. Je parle bien évidemment d'un sujet qui me tient à cœur. Je pense que l'avenir de l'industrie, c'est l'imprimante. Dernièrement, on a vu aux États-Unis l'imprimante qui a permis de faire des steaks. La tech, elle est huge. Aujourd'hui, ce qui nous semble inaccessible, demain va devenir naturel, logique, bête. Pourquoi on n'y a pas pensé Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Donc, il faut qu'on pense aussi à faire nos sauts technologiques et peut-être pas à penser aujourd'hui tout de suite les problèmes, mais peut-être essayer de voir ce qui est déjà très dans l'avenir pour le prendre en charge dès aujourd'hui. Très bien, impeccable. Merci beaucoup, Monsieur Nasseli, pour enchaîner, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. 2 minutes, s'il vous plaît. Justement, en relation avec cette partie 4.0 et la partie industrie alimentaire, les produits alimentaires, ou peut-être le transport des produits alimentaires. Très bien. Donc, je reprends un point que Amar a abordé, qui est le défi démographique. Et donc, quand on dit défi démographique, on dit aussi rareté des produits. Et donc, je donnerai 3 exemples. J'aimerais donner 3 exemples. L'exemple 1, c'est ce qu'on connaît tous. Je pense qu'on a tous entendu parler du Beyond Meat. Et donc, vu qu'il y a un manque de viande, on risque de connaître de plus en plus un manque de viande accru dans le monde. Donc, vous savez, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui sont les plus gros exportateurs de viande dans le monde, ne pourront plus supporter les demandes mondiales. Et donc, aujourd'hui, on commence à trouver des produits annexes, donc avec même coût, etc. Donc, et on commence à apprendre comme quoi le Beyond Meat commence à être proposé chez KFC, chez Burger King et pas mal de chaînes dans le monde. Donc, ça, c'est, parlant d'innovation, je pense que c'est quelque chose de grand et qui commence à être présent un petit peu partout. La deuxième chose, quand la logistique ne peut pas suivre et quand on ne peut plus livrer les produits agricoles
dans certains pays, on voit la naissance de plus en plus de ce qu'on appelle les vertical farms. Donc, ce sont ces fermes, on prend un immeuble, puis après on met des fermes dessus. Je donnerai l'exemple des Émirats. Ici, c'est quelque chose de Singapour. Je donnerai malheureusement pas d'exemple au niveau MENA, parce que bon, j'en ai pas vu. Mais je pense que je verrai ça très, 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 très bientôt. Et je ne serai pas du tout surpris de voir ça au niveau du Maghreb. Ouais. Et le dernier point est lié à l'alimentaire. Et donc, en pleine crise, on a vu la création de Dark Kitchens. Donc, ce sont ces restaurants qui sont restés fermés, puis après qui ont donné naissance à 10 restaurants à partir d'un seul restaurant. Donc, on utilise la cuisine des restaurants en activité ou fermés pour sortir 10 marques et donc bénéficier du fait des livraisons et pouvoir générer du chiffre, vu qu'il n'y a pas de dine-in. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir aussi grossir au niveau du Maghreb dans les prochaines années. Et donc, voilà, j'ai voulu donner cet aspect-là en parlant d'industrie agroalimentaire. Voilà. Merci pour le rapprochement. Merci beaucoup. Monsieur Belkhayat, 2 minutes, juste pour faire le lien, justement, peut-être avec les produits. Je ne sais pas combien ça représente les produits alimentaires parmi les 6 000 Oui, produits. alors peut-être faire le lien avec mon activité, donner éventuellement quelques chiffres et ensuite peut-être parler du food delivery parce que c'est la tendance en ce moment. Alors moi, sur mon activité, d'abord, on a tout de suite pendant le Covid, avant les produits alimentaires, on a surtout vu un pic sur les produits de ménage. Et notamment les différentes eaux de Javel qui ont été beaucoup utilisées pendant le Covid forcément. Et on a vu sur la partie alimentaire de manière assez logique la baisse de certaines catégories et la montée d'autres. Je vais vous donner des exemples parce que vous allez me dire mais le food a bien fonctionné sur toutes les catégories. Moi là je parle bien de tout ce qui est manufacturé, hein, c'est-à-dire parce que moi j'ai des épiceries donc on parle que des produits pour consommateurs finaux. Donc, je vais vous donner des exemples de produits qui sont en ce moment à la ramasse et c'est dommage. C'est tout simplement les produits qu'on appelle soit Impulse, soit Go to School. En gros, les biscuits, par exemple, ou les chips qu'on mange lorsqu'on est à l'école ou à la sortie d'école. Comme il n'y a plus d'école, c'est des catégories qui forcément subissent de plein fouet la crise. Tout ce qui est chips, produits qu'on mange en communauté lorsqu'on est devant un match de foot avec toute la famille, au vu de la limitation des rassemblements, et forcément ça subit de plein fouet la crise. Mais en parallèle, bien évidemment, d'autres produits, eux, en profitent. On s'est aussi rendu compte que de par le fait que les gens passent maintenant plus de temps chez eux, ils prennent plus le temps de se concocter de bons petits plats. Donc, typiquement, tout ce qui est sauce, se vend beaucoup plus et beaucoup mieux depuis le début de la pandémie. Et je pourrais vous donner des dizaines d'exemples comme cela parce que on compare nos chiffres avant pandémie aux chiffres post-pandémie. On se rend compte qu'il y a un shift du comportement de consommation des utilisateurs de manière générale, ce qui prouve bien que cette crise va avoir de lourdes conséquences sur la suite. Voilà, donc ça c'était le premier point. En ce qui concerne la tendance du food delivery, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays du Maghreb, mais en tout cas au Maroc, on a vu, et tant mieux, hein, on a vu un boom des boîtes de last mile sur la partie food. J'aimerais citer donc Glovo qui est un Espagnol qui fait un excellent travail au Maroc et qui grandit très très vite, mais aussi Jumia Food, qui sont en réalité qui est une boîte africaine, mais qui est maintenant cotée au New York Stock Exchange et qui s'en sort vraiment très très bien. Mais surtout et avant tout, des quelques acteurs régionaux. Parlons de Yassir, qui est une boîte algérienne, et on est heureux de voir. Je connais personnellement le fondateur. On est heureux de voir que des boîtes locales réussissent dans leur marché et qu'elles s'exportent. Et on est heureux d'accueillir des boîtes algériennes sur notre marché. Et moi, j'encourage toute personne qui m'écoute à tester les services de Yassir Express et voilà, et je suis content de voir qu'il y a, là encore, c'est une forme d'opportunité. On le voit, hein, Yassir Express ne se serait pas aussi bien développé s'il n'y avait pas eu cette crise, et je lui souhaite toute la réussite qu'il mérite. Très bien. Impeccable, merci beaucoup. On va clôturer puisqu'il nous reste quelques secondes. Je voulais remercier Monsieur Ammar Khadraoui, fondateur de Asmos Consulting, qui était avec nous avec un grand plaisir depuis Alger.
est en direct depuis Dubaï avec nous, justement, un créateur de Falcon Africa et qui est vraiment fondateur et travailleur actif dans le domaine du supply chain. Monsieur Ismail Belkhayat, exactement, dans la partie commerce, B2B e-commerce, est très actif au Maroc également. J'étais en direct depuis Tunis, donc on était tous ravis, réunis avec le Maghreb aujourd'hui, travaillant aussi dans la partie consulting agroalimentaire. On était vraiment ravis par cette soufflée, on va dire, de positivité, de créativité, d'innovation pour le marché. Le marché aujourd'hui qui se transforme, comme vous avez dit tous, qu'il y a beaucoup d'opportunités également pour notre marché, le consommateur, et d'activités certainement qui sont en cours de disparition, mais beaucoup d'autres qui sont en cours de création. On va tous être dans la créativité, dans la collectivité, dans le travail collectif, intelligence collective, chien de valeur, mais surtout avec une orientation marché très, très prononcée. Merci à vous tous. Merci pour votre temps. Merci d'avoir accepté à participer avec nous. Et à très bientôt et bon courage pour vos activités et pour tous vos projets dans le domaine. À très bientôt dans le Maghreb. On se donne très, très bientôt, Inch'Allah. Dès qu'on ouvre un petit peu les frontières, on va se voir physiquement. Peut-être l'année prochaine, ça va être le food, pas e-show, mais le food show directement, Inch'Allah, au Maroc. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci d'avoir accepté notre invitation.